collectif sembla parcourir la classe et Boo sut qui les avait captivés. Parmi les élèves de terminale se trouvaient 3 filles, Joy, Beauty et Precious, qui se proclamaient elles-mêmes les plus jolies filles de l'école. Dès son premier cours, Boo fit tout pour créer une impression parfaite. Dans la ville animée de Lagos au Nigeria vivait un jeune homme bon nommé Boo. Il était le fils unique de Madame Alice, une femme d'affaires riche qui avait perdu son mari peu avant la naissance de Boo. Dès le moment où Boo vint au monde, il devint le garçon en or de Madame Alice, sa consolation dans une vie marquée par les pertes. La maison de Madame Alice était un grand manoir dans le quartier exclusif de l'Ekifazoan. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux et des meubles importés remplissaient chaque pièce. C'est dans ce luxe que Boo grandit sans jamais manquer de rien. En grandissant, il devint évident que l'amour de Madame Alice pour son fils ne connaissait aucune limite. Tout ce que Boo désirait, il l'obtenait à l'âge de 5 ans. Boo fit une crise dans un magasin de jouets, exigeant la dernière console de jeux vidéo. « Maman, je la veux maintenant !» cria-t-il, son visage rouge de colère. Les autres clients regardaient la scène avec désapprobation, mais Madame Alice se contenta de sourire et de dire « Bien sûr, mon chéri, tout ce que tu veux. » Elle se tourna vers le propriétaire du magasin, choquée, et déclara « Nous en prendrons 2, une pour sa chambre et une pour le salon. » Ce schéma se poursuivit tout au long de l'enfance. Debout chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, Madame Alice l'ignorait fièrement en déclarant « Mon fils a toujours raison. » Cet amour inconditionnel, bien collé de bonnes intentions, allait préparer le terrain pour une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Un jour, alors que Boo avait 10 ans, l'amie de Madame Alice, Amina, vint lui rendre visite. Amina était une femme éblouissante, aux yeux bienveillants qui connaissaient Alice depuis leurs années universitaires. Assise dans le luxueux salon en sirotant un vin coûteux, Boo interrompit leur conversation en exigeant de l'attention. « Maman, je veux aller au parc Millennium la semaine prochaine, réserve les billets tout de suite, ordonna-t-il. Sans même reconnaître la présence d'Amina, Madame Alice sourit à son fils. « Bien sûr mon prince, je vais faire les réservations tout de suite. » Alors que Boo sortait de la pièce, Amina ne put se retenir plus longtemps. « Alice, tu vas gâter ce garçon. » Le sourire de Madame Alice s'effaça remplacé par un froncement de sourcils défensif. « Que veux-tu dire, Amina ? » « Je montre simplement à mon fils combien je l'aime. » Amina se pencha en avant, sa voix douce, mais ferme. « L'amour, ce n'est pas donner à un enfant tout ce qu'il veut, c'est lui apprendre ce qui est bien et mal, le préparer au monde réel. » « Le monde réel ? » Madame Alice ricana. « Boo n'aura jamais à s'inquiéter du monde réel. J'y ai veillé. » Amina secoua tristement la tête. « Alice, écoute, moi j'ai vu cela auparavant. Les enfants qui grandissent ainsi ont du mal à faire face aux défis réels. Ils ne savent pas gérer la déception ou l'échec. » Mais Madame Alice, comme elle l'avait fait avec d'autres qui exprimaient des inquiétudes similaires, balaya les paroles d'Amina. « Foutaise, doux et parfait tel qu'il est, il n'aura jamais à affronter l'échec car je serai toujours là pour m'assurer qu'il réussisse. » Amina quitta la maison ce jour-là le cœur lourd d'inquiétude pour son amie et pour le jeune garçon qui semblait se diriger droit vers une chute. Mais, elle ne savait pas à quel point ces paroles allaient s'avérer prophétiques. Et bien plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé. Quand Boo eut 20 ans, Madame Alice rentra un jour à la maison et trouva son aide ménagère, Linda, en larmes, dans la cuisine. Linda était une jeune femme issue d'une famille pauvre qui travaillait pour Madame Alice depuis environ 1 an. Elle était travailleuse et discrète. Ce qui rendait son état actuel d'autant plus alarmant pour Madame Alice. « Linda, qu'est-ce qui se passe ? » demanda Madame Alice, plus agacée, qu'inquiète entre 2 sanglots. Linda réussit à articuler « Madame, il m'a mise enceinte. » Pendant un instant, Madame Alice resta figée, son esprit refusant de traiter ce qu'elle venait d'entendre, puis au lieu d'écouter Linda ou de considérer la possibilité que son fils ait pu mal agir. Madame Alice explosa de rage. « Comment oses-tu, hurla-t-elle, le visage déformé par la colère. Comment oses-tu mentir à propos de mon précieux fils ? » Linda tomba à genoux, suppliant. « Je vous en prie, madame, je ne mens pas. Je ne voulais pas, mais il a insisté et j'avais peur de perdre mon travail. » Mais Madame Alice ne voulait rien entendre, sale ingrate.
Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu essaies juste de piéger mon fils, n'est-ce pas pour mettre la main sur notre argent? Après plusieurs minutes d'abus verbaux, Madame Alice s'arrêta, haletante, fixant Linda avec mépris. Avant de continuer cette belle histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça m'encourage énormément à créer plus de contenu pour vous. Merci pour votre soutien. Et maintenant, retournons à notre histoire. Linda octa, les larmes roulant sur ses joues, mais Madame Alice la coupa sèchement. « Lève-toi, nous allons mettre fin à cette absurdité immédiatement, sans une seconde de réflexion. » Madame Alice appela son médecin personnel. « Docteur, j'ai besoin que vous pratiquiez une intervention. Allez en profondeur et arrachez ce bâtard. » Puis elle se tourna vers son chauffeur, qui observait la scène, les yeux écarquillés de peur. « Emmène cette fille à la clinique du docteur. » Maintenant, Linda, encore en pleurs et maintenant suppliant, fut poussée dans la voiture. « Je vous en prie, madame, ne faites pas ça. » Mais Madame Alice, l'esprit fixé, ne voyait que ce qu'elle considérait comme une manière de protéger son fils et de préserver l'avenir radieux qu'elle avait toujours imaginé pour lui. Pendant que Linda subissait l'intervention douloureuse pour interrompre sa grossesse, elle pleurait et maudissait. « Mon Dieu vous punira, Boo, sanglotait-elle, toi et ta mère ne connaîtrez jamais la paix pour ce que vous m'avez fait. » Cet incident marqua le début d'un schéma troublant. Au cours des 2 années suivantes, Boo mit Linda enceinte à 3 reprises. À chaque fois, Madame Alice nettoya le désordre, obligeant Linda à mettre un terme aux grossesses. Elle refusait de voir le monstre que son fils était en train de devenir, trouvant toujours des excuses pour ses actions. Les garçons seront toujours des garçons, se disait-elle, fermant volontairement les yeux sur la douleur et le traumatisme qu'elle infligeait à Linda, tout en soutenant les comportements de son fils. Après le 3e incident, Linda trouva enfin le courage de partir alors qu'elle emballait ses maigres affaires. Madame Alice l'affronta. « Où crois-tu aller ? » demanda Madame Alice. Linda, les yeux gonflés de pleurs, mais la voix ferme, répondit : « Je pars madame, je ne peux plus continuer ainsi. » « Ce que vous et votre fils m'avez fait n'est pas juste. » Le visage de Madame Alice se durcit. « Si tu souffles un mot de tout ça à qui que ce soit, je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Compris ? » Linda regarda Madame Alice. Et pour la première fois, l'aînée vit non pas de la peur mais de la pitié dans les yeux de la jeune fille. « Je comprends madame, mais souvenez-vous, chaque action a ses conséquences. Un jour, vous et Boo devrez y faire face. » Sur ces mots, Linda quitta la maison, laissant Madame Alice seule avec des doutes qu'elle s'empressa de réprimer. Pendant ce temps, Boo restait blissful et inconscient de la douleur qu'il causait, il poursuivait sa vie insouciante. Faisant la fête avec ses amis, dépensant l'argent de sa mère et traitant les gens comme s'il existait uniquement pour son plaisir. Après avoir obtenu son diplôme universitaire avec des notes médiocres grâce à des dons substantiels de sa mère à l'école Boo dut participer au programme d'une année du Service national de la jeunesse, il fut affecté à une école secondaire de filles appelée The Light Secondary School, dans l'ouest du Nigeria. La veille de son départ, Boo traînait dans sa chambre, entouré de gadgets coûteux et de vêtements de marque. Se demandant encore s'il devait faire ses bagages, Madame Alice frappa à sa porte. « Boo mon chéri. Es-tu prêt pour demain ? » Boo gémit dramatiquement maman. « Est-ce que je dois vraiment y aller ? Ne peux-tu pas parler à quelqu'un pour que je sois affectée quelque part à Lagos ? » À la place, Madame Alice s'assit sur le bord de son lit. Tapotant sa main, « Je suis désolée mon amour, mais même moi je n'ai pas pu changer cela, ce n'est que pour un an. Pense à cela comme une aventure. » Boo leva les yeux au ciel, quelle aventure coincée au milieu de nulle part à enseigner à une bande de filles de village. « Allons, allons, » le gronda doucement, « Madame Alice, ce ne sera pas si terrible et souviens-toi tu es mon fils, tu peux tout gérer. » En quittant la pièce, Boo se laissa tomber sur son lit déjà en train de planifier comment rendre son année de service aussi facile et agréable que possible. Le lendemain matin, alors que le chauffeur de Boo chargeait ses nombreuses valises dans la voiture, Madame Alice s'affairait autour de son fils. « Es-tu sûr d'avoir tout mon chéri ? Ta carte ATM, ton nouveau téléphone ?» Boo hocha la tête.
Impatient, oui maman, j'ai tout. On peut y aller maintenant? Alors qu'ils se disaient au revoir, aucun des deux n'aurait pu imaginer à quel point cette année allait changer leur vie à jamais. C'était la première fois que Boo serait loin de sa mère et l'idée l'attristait au départ. Cependant, sa tristesse se transforma rapidement en excitation lorsqu'il arriva à Delight Secondary School, alors qu'il marchait dans l'enceinte de l'école et apercevait les jolis élèves, un sourire se dessina sur ses lèvres. Je pense que je vais aimer mon séjour ici, se dit-il déjà en train de planifier sa prochaine conquête. Le directeur de l'école, M. Olu, un homme imposant dans la cinquantaine, accueillit Boo chaleureusement. Bienvenue à The Light Secondary School, Monsieur Boo, j'espère que vous trouverez votre séjour ici à la fois stimulant et gratifiant. Boo afficha son sourire le plus charmeur. Merci monsieur. Je suis impatient de faire une différence positive. Monsieur Olu hocha la tête avec approbation, inconscient des pensées qui traversaient l'esprit de Boo. Excellent. Installez-vous, puis je vous montrerai votre classe. Après avoir rempli les formalités nécessaires, Monsieur Olu conduisit Boo à sa classe assignée. Vous enseignerez la physique à nos élèves de terminale, expliqua Monsieur Olu. C'est une matière critique pour leurs examens finaux. Alors nous comptons sur vous pour bien les préparer. Les yeux de Boo illuminèrent à cette annonce. La physique était une matière qu'il maîtrisait bien grâce à ses études universitaires et l'idée de l'enseigner à des élèves de terminale, en particulier des filles, s'ajoutait à son excitation. En entrant dans la classe, 30 paires d'yeux se tournèrent vers eux. Monsieur Olu éclaircit la gorge, les filles, voici Monsieur Boo. Il sera votre nouveau professeur de physique pour cette année scolaire. Je m'attends à ce que vous lui montriez le plus grand respect et une grande assiduité dans vos études. Boo parcourut la salle du regard, remarquant les regards admiratifs de nombreuses élèves. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être ici et de vous aider à exceller en physique. J'ai le pressentiment que cette année va être formidable. Un soupir collectif sembla parcourir la classe. Et Boo sut qu'il les avait captivés. Parmi les élèves de terminale se trouvaient 3 filles, Joy, Beauty et Prosue, qui se proclamaient elles-mêmes les plus jolies filles de l'école. Dès son premier cours, Boo fit tout pour créer une impression parfaite. Il montra son intelligence et son charme parsemant sa leçon de blagues et d'exemples concrets qui captivèrent l'attention de la classe. Maintenant, qui peut me parler des lois du mouvement de Newton? Demanda Boo, balayant la salle du regard. La main de Beauty se leva rapidement. Monsieur. La première loi de Newton stipule qu'un objet reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Les yeux de Boo croisèrent ceux de Beauty. Excellent mademoiselle Beauty. Merci monsieur, répondit-elle avec un sourire coquet. Bravo Beauty, dit Boo. Il semble que j'ai des élèves brillantes dans cette classe. Au fil de la leçon, Boo s'assura d'interagir avec tous les élèves, mais il ne put s'empêcher de prêter une attention particulière à Beauty et à ses amis. Il voyait l'admiration dans leurs yeux et planifiait déjà d'en tirer parti. Après le cours, alors que les élèves quittaient la classe, Joy, Beauty et Prosue restèrent derrière. Monsieur Boo, commença Prosue. Nous voulions simplement vous dire à quel point nous avons aimé votre cours. La physique n'a jamais été aussi intéressante. Je suis ravie que cela vous ait plu, répondit Boo. La physique peut être fascinante si on l'aborde de la bonne manière. Nous nous demandions, ajouta Joy, si vous seriez disponible pour des cours de soutien, nous voulons être sûrs d'être parfaitement préparés pour nos examens. Boo fit semblant de réfléchir un moment bien qu'intérieurement, il fut ravi de l'opportunité. Eh bien. Je suppose que je pourrais trouver du temps pour des élèves aussi dévoués. Pourquoi ne pas en discuter davantage après les cours? Demain, les filles acquiescèrent avec enthousiasme, échangeant des regards excités. En quittant la classe, Boo ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de triomphe. Ça va être plus facile que je ne le pensais, pensa-t-il. Au cours des semaines suivantes, la réputation de Boo comme étant le professeur le plus cool de l'école grandit. Les élèves attendaient ses cours avec impatience et son charme ainsi que son apparence faisaient parler tout l'établissement. Mais ce furent les plus jolies filles de l'école, Joy, Beauty et Prosue qui attirèrent vraiment son attention. Boo devint leur professeur préféré,
leur attribuant des notes élevées dans sa matière. Un jour, après un cours, Boo demanda à Beauty de rester alors que les autres élèves sortaient. Beauty s'approcha de son bureau, le cœur battant à tout rompre. « Vous vouliez me voir, monsieur Boo ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix calme. Boo sourit, ses yeux parcourant son visage. « Oui, Beauty, je voulais discuter de ton dernier test, tu t'es beaucoup améliorée, Beauty rayonna. Merci monsieur, j'ai beaucoup étudié. Ça se voit, répondit Boo se levant de sa chaise. Boo se pencha en avant, se rapprochant de Beauty. Tu sais Beauty, tu es l'une de mes meilleures élèves. Je pense que tu as un véritable avenir en physique si tu le souhaites. Beauty rougit, baissant les yeux vers ses pieds. Vous pensez vraiment ? Monsieur Boo tendit la main et releva doucement son menton, l'obligeant à le regarder dans les yeux. J'en suis sûre et s'il te plaît quand nous sommes seuls, appelle-moi Boo. La respiration de Beauty se bloqua dans sa gorge. D'accord, Boo. Le moment fut interrompu par un coup frappé à la porte. C'était Monsieur Olu, le directeur. À Monsieur Boo, dit-il en regardant tour à tour Boo et Beauty, les sourcils légèrement froncés. J'espère que je ne dérange rien. Boo recula doucement, pas du tout monsieur. Je donnais simplement un peu de motivation supplémentaire à Beauty. Elle a montré une amélioration remarquable. Monsieur Olu hocha la tête, bien que ses yeux trahissent une pointe de suspicion. Je vois, il se tourna vers Boo. Monsieur Boo. Je dois dire que l'amélioration des résultats en physique de nos élèves est impressionnante. Quoi que vous fassiez, cela semble fonctionner. Boo sourit avec assurance. Merci monsieur. Je crois en l'importance de rendre la matière captivante et accessible. Alors que monsieur Olu quittait la pièce. Boo se permit un sourire à lui-même si seulement le directeur savait ce qu'il tramait réellement. Pendant ce temps, Joy, Beauty et Prosciu étaient regroupés dans les toilettes des filles, chuchotant avec excitation. « Tu as vu comment monsieur Boo me regardait en classe aujourd'hui ?» s'extasia Prosciu. Je jure qu'il m'a fixé tout le temps. Joy leva les yeux au ciel, mais bien sûr, il me regardait, moi. Tu n'as pas remarqué comment il utilisait sans cesse mon nom dans ses exemples ? Beauty écoutait ses amis se chamailler, un sourire secret aux lèvres. Si seulement elle savait ce qui s'était passé entre Boo et elle en privé. Au fil des semaines, le comportement inapproprié de Boo s'aggrava. Il commença à proposer des séances de tutorat privé aux plus jolies filles de l'école, utilisant ce temps pour flirter et faire des avances subtiles. Ce que leurs parents, trop occupés à leur carrière, ne remarquaient pas. Lors d'une de ces séances chez Joy, Boo était assis près d'elle sur le canapé, leurs cuisses se touchant alors qu'il parcourait un manuel. « Tu vois ?» expliqua Boo. D'une voix basse et intime. La force d'attraction entre deux objets est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Joy hocha la tête, essayant de se concentrer sur les mots, mais distraite par la proximité de Boo. Donc plus ils sont proches, plus l'attraction est forte. Boo se tourna vers elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Exactement, tu le ressens, la respiration de Joy s'accéléra. Je crois que oui. À ce moment-là, le téléphone de Joy vibra affichant un message de Beauty. Comment se passe la séance de révision ? Le moment fut brisé, Joy recula légèrement. Peut-être devrions-nous faire une pause ? Boo sourit, dissimulant sa frustration. Bien sûr, nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. En quittant la maison de Joy, Boo ne put s'empêcher de ressentir une montée d'excitation. Le jeu qu'il jouait le grisait. Il avait les trois filles à sa merci. Chacune croyant être spéciale à ses yeux un jour fatidique pendant le cours de biologie de Madame Carroll. Joy se sentit soudainement nauséeuse. Elle se leva brusquement. « Madame Carroll, dit-elle, le visage blême, je ne me sens pas bien, puis-je sortir ?» Avant que Madame Carroll ne puisse répondre, Joy se précipita hors de la classe. Inquiète, Madame Carroll continua son cours, mais son inquiétude augmenta lorsque quelques minutes plus tard, Beauty demanda également à sortir, suivie peu après par Prosciu après le cours. Madame Carroll retrouva les trois filles dans les toilettes, toutes vomissant abondamment. « Les filles, dit-elle doucement, est-ce que tout va bien ?
Devons-nous aller à l'infirmerie de l'école? Les trois amis échangèrent des regards nerveux avant d'acquiescer silencieusement. À l'infirmerie, le docteur Margaret, une femme bienveillante d'une quarantaine d'années, examina les filles une par une, en terminant avec Precious, la dernière des trois. Une expression grave se dessina sur son visage. Les filles, dit-elle prudemment, je dois vous poser une question et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Y a-t-il une chance que l'une d'entre vous soit enceinte? Le silence qui suivit confirma les soupçons du docteur Margaret. Elle envoya leurs échantillons au laboratoire et les résultats furent sans appel, les trois filles étaient enceintes. Merci d'avoir suivi cette première partie de notre histoire captivante. La partie 1 se termine ici, mais ne vous inquiétez pas, la partie 2 arrive très bientôt. Préparez-vous pour encore plus de rebondissements et de révélations. En attendant, pensez à aimer la vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent aussi découvrir cette incroyable histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Merci pour votre soutien et à très vite pour la suite. Marcelo était un garçon pas comme les autres. Son visage semblait avoir été sculpté par les dieux. On disait que ses yeux brillaient comme des étoiles et que son sourire pouvait arrêter n'importe qui sur son passage. Dès son plus jeune âge, Marcelo savait qu'il était différent. Partout où il allait, les gens le fixaient, murmuraient entre eux ou essayaient même de le prendre en photo. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il comprenne que sa beauté lui apportait plus de problèmes qu'il ne pouvait en gérer. Au début, il appréciait l'attention, mais cela devint vite insupportable. Les gens le suivaient jusque chez lui. Les filles criaient en le voyant, et tout le monde voulait être près de lui. Marcelo ne pouvait même pas marcher dans la rue sans être entouré. Il ne pouvait pas profiter d'une vie simple comme les autres enfants de son âge. Au lieu de jouer dehors ou de se faire des amis à l'école, Marcelo se sentait piégé par son apparence. À 12 ans, il prit une décision. Il ne sortirait plus de chez lui, sauf en cas de nécessité. Ses parents, bien que préoccupés, comprenaient et décidèrent de l'instruire à domicile pour le protéger de toute cette attention accablante. Marcelo passa ses journées à l'intérieur, caché du monde. Il trouva du réconfort dans les livres, les jeux vidéo et tout ce qui pouvait l'aider à passer le temps. Il évitait les fenêtres, ne sortait pas pour jouer et parlait rarement à quelqu'un en dehors de sa famille. Le monde extérieur devint un lointain souvenir. Marcelo grandit, mais le monde extérieur savait peu de choses sur lui. Les gens murmuraient à propos de ce beau garçon qui ne quittait jamais sa maison. Certains inventaient même des histoires folles à son sujet, mais personne ne connaissait la vérité. Marcelo, lui, se contentait de sa bulle. Il ne regrettait ni l'école, ni les amis, ni le chaos du monde extérieur. Il avait ses parents et sa jeune sœur, Clara. Clara était la seule qui le gardait connecté au monde extérieur. Chaque jour, elle rentrait de l'école et lui racontait tout sur ses amis et ce qui se passait dehors. Mais Clara ne comprenait pas pourquoi son frère s'enfermait ainsi. Elle l'admirait, mais elle souhaitait qu'il vive une vie normale, comme tout le monde. À chaque fois qu'elle essayait de le convaincre de sortir, Marcelo secouait la tête et disait « Je suis bien ici ». Clara aimait son frère, mais elle ne comprenait pas pourquoi il voulait rester caché. Chaque jour, elle rentrait et lui parlait des choses amusantes qu'elle faisait à l'école, espérant rendre Marcelo assez jaloux pour qu'il veuille sortir. Mais rien ne fonctionnait. Marcelo souriait, hochait la tête, puis retournait à ses lectures ou à ses jeux vidéo. Un jour, Clara en eut assez. Elle décida de mettre en place un plan pour sortir son frère de sa coquille. Elle invita deux de ses amis les plus proches, Leia et Sofia, chez eux. Clara n'avait jamais laissé ses amis rencontrer Marcelo, sachant qu'il détestait l'idée d'être vu par des inconnus. Mais elle pensait que si ses amis le voyaient et le traitaient comme une personne normale, peut-être que Marcelo cesserait d'avoir peur. Lorsque Leia et Sofia arrivèrent cet après-midi-là, Clara s'assura que Marcelo ne savait pas qu'elles étaient là. Les filles discutaient et riaient dans le salon, mais l'esprit de Clara était concentré sur son plan. Elle avait raconté à ses amis tout sur son frère, à quel point il était incroyablement beau et qu'il ne quittait jamais la maison. Leia et Sofia étaient curieuses. Elles avaient entendu des rumeurs sur Marcelo, mais ne l'avaient jamais vu. Clara savait qu'elle ne pouvait pas partir sans l'apercevoir. Elle les mena alors discrètement à la chambre de Marcelo, sachant qu'il était à l'intérieur, probablement plongé dans l'un de ses livres. Elle ouvrit doucement la porte, ne voulant pas l'effrayer. À sa grande surprise, la porte grinça bruyamment, et Marcelo leva les yeux de son livre, portant un masque sur son visage. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, personne ne bougea. Leia et Sofia le fixaient, la bouche grande ouverte de stupeur. Clara comprit trop tard que c'était une mauvaise idée. Marcelo se leva, confus et en colère. « Clara, que fais-tu » demanda-t-il d'une voix sèche. Clara balbutia. « Je voulais juste qu'elle te rencontre. » Le visage de Marcelo se crispa de frustration. Il détestait les surprises, et celle-ci était la pire de toutes. Il se détourna, marchant vers la fenêtre, ne voulant plus faire face à cette attention.
Clara referma rapidement la porte, entraînant ses amis avec elle. Au fond, elle n'avait pas voulu empirer les choses. Mais c'est ce qu'elle avait fait. Marcelo était visiblement bouleversé, et Clara ne savait pas comment arranger cela. Marcelo ne parla pas à Clara pendant le reste de la journée. Il se sentait trahi par sa propre sœur. Il avait travaillé si dur pour rester caché, et maintenant, 2 inconnus avaient vu ses yeux. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir exposé. Le souvenir du regard de Leia et Sofia le rendait malade. Clara, de son côté, regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Elle ne voulait pas pousser Marcelo plus loin dans l'isolement, mais son plan semblait avoir eu cet effet. Le lendemain, elle essaya de lui parler, mais Marcelo ne voulait rien entendre. Il s'enferma dans sa chambre et refusa de sortir pour les repas. Les jours passèrent, et l'humeur de Marcelo ne s'améliorait pas. Il commença à réfléchir à sa vie dans la maison. C'était sûr, oui, mais était-ce vraiment vivre ? Il avait évité le monde pendant si longtemps qu'il avait oublié ce que cela faisait d'y être. Marcelo n'était pas sûr d'être prêt à affronter à nouveau le monde extérieur. Mais quelque chose en lui disait que c'était le moment. Un matin, Marcelo se tenait devant son miroir, fixant son reflet. Il savait qu'il ne pouvait pas se cacher éternellement. Il n'était plus un enfant, et le monde n'était plus aussi effrayant qu'avant. Marcelo prit une profonde inspiration. Peut-être qu'il était temps de sortir. Il se tenait devant le miroir, se fixant du regard. Pendant des années, son beau visage ne lui avait apporté que des ennuis, attirant plus d'attention qu'il n'en voulait. Il avait pris la décision de sortir et d'affronter le monde. Mais cette fois-ci, il avait un plan. Un plan qui pourrait le protéger des regards et des murmures. Il saisit un grand casque noir sur son bureau. Il était simple et couvrait entièrement sa tête, dissimulant complètement son visage. « S'ils ne peuvent pas me voir, ils ne s'en soucieront pas », murmura-t-il pour lui-même. Marcelo avait été scolarisé à domicile toute sa vie. Ses parents ne l'avaient jamais poussé à fréquenter une école normale, car ils savaient à quel point cela le rendait mal à l'aise d'être entouré d'autres personnes. Mais après leur supplication, il réalisa combien il avait manqué. Marcelo décida qu'il était temps de changer. Il allait s'inscrire à l'école. Le casque solidement fixé sur sa tête, Marcelo prit son sac à dos et quitta la maison. Il n'avait jamais été aussi nerveux de sa vie. Et si le casque ne fonctionnait pas ? Et si les gens se moquaient de lui ? Et si l'école n'était pas ce qu'il pensait ? Il chassa ses inquiétudes et continua d'avancer. C'était sa chance de vivre une vie normale comme tout le monde. Quand Marcelo arriva à l'école, la cloche venait de sonner. Les élèves se précipitaient vers leur classe, bavardant et riant dans les couloirs. Marcelo prit une grande inspiration et entra, son casque cachant son visage à tous ceux qui l'entouraient. Il entendit quelques murmures en passant, mais personne ne s'arrêta pour le fixer. Son plan semblait fonctionner. Marcelo entra dans sa nouvelle classe. Les élèves étaient déjà assis, parlant fort, échangeant des mots en cachette. Le professeur n'était pas encore arrivé. Dès que Marcelo fit un pas dans la salle, tous les yeux se tournèrent vers lui. Au début, personne ne dit rien. Les élèves fixaient simplement le garçon portant un casque dans la classe. Puis, un des garçons au fond éclata de rire. « C'est quoi ce casque ? Tu as peur que ton cerveau tombe ?» La remarque déclencha encore plus de rire chez les autres élèves. Le visage de Marcelo brûlait sous le casque, mais il resta calme. Il s'y attendait, il n'allait pas laisser leur moquerie l'atteindre. Un autre élève ajouta « Peut-être que c'est un extraterrestre et qu'il cache sa grosse tête verte. » D'autres rires suivirent, et Marcelo sentit son cœur s'emballer. Il avait envie de faire demi-tour et de partir. Mais quelque chose le maintenait debout. C'était ce qu'il devait affronter s'il voulait mener une vie normale. Il n'allait pas fuir à nouveau. Enfin, le professeur entra. C'était un homme d'âge moyen, avec un visage sérieux. Il jeta un coup d'œil à Marcelo et haussa un sourcil. « Tu dois être le nouvel élève. Prends une place, s'il te plaît. » Marcelo hocha la tête, reconnaissant pour l'attitude directe du professeur. Il trouva rapidement une place au fond de la classe, loin de la plupart des autres élèves. Les rires se calmèrent, mais il sentait encore des regards sur lui. Il savait qu'il faudrait du temps pour que les gens s'habituent à lui, mais il était prêt à attendre. Après tout, ce n'était que le début. Alors que le professeur commençait le cours, Marcelo tenta de se concentrer. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait jamais été dans une salle de classe auparavant, et tout lui semblait nouveau et accablant. Mais malgré les distractions, il était déterminé à apprendre. Il voulait se prouver, ainsi qu'aux autres, qu'il pouvait y arriver. Le reste de la journée passa dans un flou. Marcelo assista à ses cours, garda son casque et ignora les regards curieux et les commentaires de ses camarades. Lorsque la dernière cloche sonna, il était épuisé. La journée avait été difficile, mais il avait survécu. C'était déjà quelque chose dont il pouvait être fier. Le lendemain matin, Marcelo se tenait à nouveau devant le miroir, tenant le casque dans ses mains. Le casque l'avait protégé des regards et des murmures, mais il avait aussi fait de lui la cible de moqueries. Il se demanda s'il ne devrait pas simplement l'enlever, affronter le monde sans masque. Mais en y réfléchissant, la peur le saisit. Et si c'était pire sans le casque ? Et si les gens le fixaient encore plus ? Ou pire, le suivaient partout à cause de son apparence ? Il soupira et remit le casque. Marcelo arriva à l'école, son casque fermement en place. La journée commença comme la précédente, des murmures, des regards, et des blagues occasionnelles.
Mais cette fois-ci, Marcelo n'était pas aussi nerveux. Il avait survécu à sa première journée, et il savait qu'il survivrait à celle-ci aussi. En classe, les rires recommencèrent dès qu'il entra dans la pièce. Le même garçon que la veille lança une autre blague. « Eh, le garçon au casque. Tu dors avec ça aussi ?» D'autres rires suivirent, mais Marcelo ne réagit pas. Il se dirigea vers sa place et s'assit, ignorant les commentaires. Il se concentra sur le cours, faisant abstraction du bruit autour de lui. À l'heure du déjeuner, il s'assit seul. Cela ne le dérangeait pas. L'isolement lui donnait le temps de réfléchir. Il savait que s'il continuait à venir à l'école chaque jour, les gens finiraient par se lasser du casque. Il passerait à autre chose, et il pourrait vivre sa vie sans toute cette attention. Mais pour l'instant, il devait simplement endurer. C'était le 3e jour d'école, et Marcelo était assis seul dans la salle de classe pendant la récréation, son casque toujours solidement fixé sur sa tête. La classe était presque vide. La plupart des élèves étaient dehors, profitant de l'air frais, jouant ou discutant en groupe. Marcelo, lui, préférait le silence, l'immobilité, et la sécurité d'être seul. Ses pensées dérivaient alors qu'il essayait de se concentrer sur le livre devant lui. L'école n'était pas si terrible sur le plan académique. Il excellait dans ses matières grâce à des années de scolarisation à domicile. Mais socialement, c'était un cauchemar. Les élèves étaient rapides à rire de lui, à se moquer de son casque, à chuchoter des choses cruelles dans son dos. Il s'y était habitué, mais au fond, la solitude faisait encore mal. Alors qu'il s'apprêtait à se perdre dans le calme, il remarqua quelqu'un marcher vers lui. Son cœur s'emballa un instant, se demandant si c'était un autre élève qui venait se moquer de lui. Il se prépara aux commentaires habituels. Mais cette fois, c'était différent. La fille qui s'approchait n'était autre que Beauty, la plus belle et brillante fille de la classe. Marcelo l'avait remarquée de loin, mais n'aurait jamais pensé qu'elle s'intéresserait à lui. Elle était toujours entourée d'amis et semblait avoir tout ce qu'il n'avait pas, confiance, popularité, et charme. Beauty lui sourit chaleureusement en se tenant devant son bureau. Le cœur de Marcelo fit un bond. Il jeta un coup d'œil autour de lui, se demandant s'il s'agissait d'un piège. Mais il n'y avait personne d'autre. Beauty lui parlait vraiment. « Salut » réussit à dire Marcelo, sa voix basse et incertaine. Beauty tira une chaise et s'assit à côté de lui. Sa présence était calme et rassurante, à l'inverse des autres qui l'approchaient habituellement avec des moqueries dans les yeux. « Je t'observe en classe » commença-t-elle d'une voix douce. « Tu es vraiment intelligent, Marcelo. Je vois comment tu réponds aux questions et à quel point tu es concentré dans tes études. J'aimerais être ton ami. » Les yeux de Marcelo s'écarquillèrent de surprise. Il était si certain que tout le monde dans sa classe était un harceleur. Mais là, quelqu'un de complètement différent se présentait. Beauty ne se moquait pas de lui. Elle ne riait pas de son casque. Au contraire, elle était gentille et sincère. « Tu veux être mon ami ?» demanda Marcelo, encore incapable de comprendre. Beauty hocha la tête. « Oui, je pense qu'on pourrait être de grands amis. Je suis la fille la plus brillante de la classe, et toi, tu es le garçon le plus brillant. Ensemble, on pourrait accomplir des choses incroyables. » Marcelo sourit pour la première fois depuis des jours. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait besoin d'un ami jusqu'à cet instant. La solitude qui pesait sur lui s'allégea soudainement. Il n'était plus seul. « Merci, » dit doucement Marcelo, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il avait commencé l'école. « J'aimerais ça. » À partir de ce moment, Marcelo et Beauty passèrent plus de temps ensemble. Ils partageaient leurs notes, s'aidaient avec leurs devoirs et parlaient de tout, de l'école à la vie en dehors. Marcelo admirait la confiance de Beauty, le fait qu'elle n'avait pas peur d'être elle-même et qu'elle voyait au-delà de son casque et de sa nature réservée. Mais tout le monde n'était pas heureux de voir leur amitié s'épanouir. Denny, le tyran de l'école, avait gardé un œil sur Marcelo depuis le début. C'était l'élève le plus grand de la classe, plus vieux que tout le monde car il avait redoublé plusieurs années. Il avait l'habitude d'avoir le contrôle et n'aimait pas l'idée qu'un garçon comme Marcelo, si calme et portant un casque, attire l'attention. Quand Denny vit que Marcelo et Beauty devenaient amis, sa colère monta. Beauty avait toujours été la fille qu'il admirait, bien qu'elle ne lui ait jamais accordé d'attention. Maintenant, en la voyant avec Marcelo, la jalousie de Denny brûlait encore plus fort. Un après-midi, après la fin des cours, alors que la plupart des élèves rassemblaient leurs affaires pour partir, Denny décida qu'il en avait assez. Il se précipita vers le bureau de Marcelo, le surplombant avec un regard intimidant. « Hé, le garçon au casque !» cria Denny, sa voix remplie de colère. « Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu dois rester loin de Beauty. » Marcelo avait toujours eu peur de Denny, sachant à quel point il était grand et fort. Il était à l'école depuis des années sans réussir à passer en classe supérieure, et sa réputation de fauteur de troubles était bien connue. Marcelo ne voulait pas de problème, surtout pas avec quelqu'un comme lui. Denny se pencha plus près, les poings serrés. « Beauty ne t'appartient pas, elle est à moi, alors tu ferais mieux de t'éloigner d'elle, ou tu le regretteras. » Les mains de Marcelo tremblaient légèrement, mais il ne répondit pas. Il avait trop peur pour parler. Que pouvait-il dire ? Denny était plus vieux, plus grand, plus méchant. Marcelo n'était pas un combattant. La dernière chose qu'il voulait, c'était provoquer davantage Denny.
Juste au moment où Marcelo pensait que la situation ne pouvait pas empirer, Beauty apparut. Elle avait entendu les menaces de Denny et n'allait pas le laisser s'en tirer si facilement. « Denny, laisse-le tranquille. » Sa voix était forte et claire. Denny était confus. « De quoi tu parles ? Je dis que tu dois arrêter d'intimider Marcelo, » répondit Beauty. « Peu importe ta taille ou depuis combien de temps tu es dans cette école, tu n'as aucun droit de le traiter comme ça. » Denny essaya de balayer ça d'un geste. « Oh allez, Beauty, tu veux vraiment traîner avec ce gars ? C'est juste un intello avec un casque. Il n'est rien. Marcelo est intelligent, gentil, et une bonne personne, répliqua-t-elle. C'est plus que ce que je peux dire de toi. Je ne serai jamais ami avec un tyran comme toi. Denny, embarrassé et en colère, voulait répondre, mais Beauty ne lui en laissa pas l'occasion. Éloigne-toi de nous, Denny. Sinon tu auras de plus gros problèmes. Denny lança un dernier regard furieux à Marcelo avant de s'éloigner, son ego blessé par les mots de Beauty. Ce soir-là, Marcelo rentra chez lui en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il ne pouvait pas croire que Beauty avait pris sa défense devant Denny. Pour la première fois, quelqu'un l'avait vu pour ce qu'il était, au-delà du casque. Il ne pouvait s'empêcher de sourire alors qu'il s'asseyait pour dîner avec sa mère. Celle-ci remarqua tout de suite son bon état d'esprit. « Tu sembles heureux aujourd'hui, Marcelo. Quelque chose de bien s'est passé à l'école ?» Marcelo s'arrêta un instant, pensant à Beauty et à la nouvelle amitié qu'il avait formée. « Oui, je me suis fait une amie, » dit-il avec un petit sourire. Le visage de sa mère s'illumina de joie. « Une amie ? C'est merveilleux, Marcelo. Comment s'appelle-t-elle ? » « Elle s'appelle Beauty, » répondit Marcelo. « C'est la fille la plus intelligente de la classe, et elle a été vraiment gentille avec moi. Elle se moque du casque ou de quoi que ce soit d'autre. » Le sourire de sa mère s'élargit. « Beauty a l'air d'être une fille charmante. Tu devrais l'inviter à la maison un de ces jours. J'aimerais beaucoup la rencontrer. » Marcelo hésita. « Pas encore, maman, je ne veux pas précipiter les choses. On apprend encore à se connaître. » Sa mère acquiesça, compréhensive. « D'accord, quand tu seras prêt. Mais c'est bon d'entendre que tu t'es fait une amie. » Le lendemain, à l'école, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant la classe, Denny, toujours amer à cause de l'affrontement avec Beauty, décida de déverser sa colère sur Marcelo à nouveau. Il s'approcha de son bureau et, sans prévenir, lui arracha violemment son casque de la tête, devant tout le monde. Pendant un instant, toute la classe resta silencieuse. Marcelo se sentit exposé, vulnérable. Ses mains montèrent rapidement pour couvrir son visage, mais c'était trop tard. Son visage, parfaitement beau, était maintenant offert au regard de tous. Et alors, les murmures commencèrent. « Waouh, il est tellement beau, » dit une fille, émerveillée. « Je ne peux pas croire qu'il cachait ça sous ce casque, » ajouta une autre. Bientôt, les filles de la classe commencèrent à se rassembler autour de Marcelo, lui posant des questions, le complimentant sur son apparence, cherchant à attirer son attention. Marcelo, qui avait toujours voulu se fondre dans la masse, se retrouvait désormais au centre de toutes les attentions. Il ne savait pas comment gérer cela. De son côté, Beauty observait la scène à distance, ressentant une émotion inattendue, de la jalousie. Elle n'aimait pas que toutes ces filles s'intéressent soudainement à Marcelo uniquement à cause de son apparence. Elle l'avait apprécié dès le début, même lorsqu'il portait encore son casque. Ce n'était pas son visage qui l'avait attiré, mais son intelligence, sa gentillesse, sa sensibilité. Pendant le déjeuner, Marcelo trouva un moment pour échapper à la foule et s'assit avec Beauty. Il remarqua l'expression sur son visage et comprit que quelque chose n'allait pas. « Ça ne va pas ? » demanda-t-il doucement. Beauty ne répondit pas tout de suite. Elle jeta un coup d'œil au groupe de filles qui les regardaient encore, de l'autre côté de la salle. « Elle s'intéresse à toi maintenant seulement à cause de ton apparence. » dit-elle doucement. « Ce n'est pas juste. » Marcelo lui sourit de manière rassurante. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Tu es celle qui a voulu être mon amie quand je portais encore le casque. C'est ce qui compte pour moi. » Beauty le regarda, sa jalousie disparaissant lentement. Elle réalisa que Marcelo ne se laisserait pas influencer par des filles superficielles. Il accordait plus de valeur à leur amitié qu'à tout le reste. Mais pendant ce temps, l'attention que recevait Marcelo ne passait pas inaperçue. Surtout pas aux yeux des autres garçons de la classe, et surtout pas à ceux de Denny. Denny, qui avait toujours été celui que les filles regardaient, même si c'était plus par peur que par admiration, voyait maintenant Marcelo devenir la nouvelle figure centrale. Les filles le suivaient, gloussaient, essayaient de lui parler. Cela rongeait Denny de l'intérieur. Jaloux, humilié, frustré. Il ne supportait plus de voir Marcelo briller. Et dans l'ombre, il commença à préparer son prochain coup. Consumé par la jalousie et la colère, Denny ne supportait plus de voir Marcelo recevoir toute l'attention. Chaque jour, cela le rongeait un peu plus. Marcelo était désormais admiré par les filles et respecté par les garçons. Et Denny, qui autrefois régnait par la peur, se sentait désormais impuissant. Il ne pouvait plus le supporter. Alors, il décida qu'il devait faire quelque chose. Quelque chose de radical. Quelque chose qui éliminerait Marcelo, pour de bon. Un après-midi, Denny rassembla un groupe de garçons, ceux qu'il avait toujours admirés et craignaient ses colères. Il leur parla discrètement, à l'abri des regards, dans un coin reculé de la cour.
Il leur murmura son plan, ils allaient coincer Marcelo après l'école, loin de tous, et lui donner une leçon si sévère qu'il ne pourrait plus jamais revenir. Denny voulait aller plus loin qu'une simple raclée. Il voulait que Marcelo disparaisse. Les garçons furent d'abord choqués. Certains hésitaient, mais beaucoup étaient trop effrayés pour s'opposer à Denny. Ils hochèrent la tête en silence, pris dans la spirale de l'intimidation. Mais parmi eux, il y avait un garçon différent, Peter. Peter avait toujours trouvé que Denny allait trop loin. Il n'aimait pas la manière dont il intimidait les plus faibles ou la façon dont il se croyait supérieur. Peter resta silencieux pendant la réunion, mais au fond de lui, il savait que ce plan était mauvais. Injuste, dangereux, il ne pouvait pas le suivre. Le lendemain matin, avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Peter prit une décision courageuse. Il alla voir les autorités scolaires. Il raconta tout. La réunion secrète, le plan de Denny, les menaces, l'embuscade prévue pour ce soir-là. L'école prit ces paroles très au sérieux. Ils alertèrent immédiatement la police et mirent en place un plan pour intercepter Denny et ses complices en flagrant délit. Ce jour-là, après les cours, Denny et son groupe attendirent Marcelo près du vieux terrain de sport, à l'endroit convenu. Ils pensaient que leur plan allait se dérouler comme prévu. Mais à la place, ce fut la police qui arriva. Denny fut arrêté sur le champ. Les autres garçons furent également interpellés et interrogés. La vérité éclata. L'école fut choquée de découvrir jusqu'où Denny était prêt à aller, juste par jalousie. Ce jour-là, tout changea. Les élèves, qui avaient toujours eu peur de Denny, se sentirent soudain soulagés. Ils n'auraient plus à vivre dans la crainte de ses intimidations. Beaucoup étaient heureux qu'il soit enfin parti. L'atmosphère à l'école devint plus légère. Les élèves commencèrent à apprécier venir en classe sans avoir à s'inquiéter des problèmes causés par Denny. Quant à Marcelo, bien qu'il ait été choqué d'apprendre ce qui avait failli se produire, il était profondément reconnaissant envers Peter. Il prit soin de le remercier personnellement, et une amitié naquit entre eux. Marcelo, Beauty, et désormais Peter formaient un trio solide, uni par le respect, la confiance, et une loyauté née des épreuves. La vie à l'école devint plus paisible. Marcelo pouvait enfin respirer. Libéré de la menace constante que représentait Denny, il se concentra pleinement sur ses études et cultiva son amitié avec Beauty, et désormais avec Peter. Quelques semaines plus tard, Marcelo décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Il voulait présenter Beauty à ses parents. Il en avait souvent parlé, et ses parents étaient impatients de rencontrer cette fille qui avait été si gentille et protectrice envers leur fils. Il l'invita donc à dîner chez lui un soir. Beauty accepta avec joie. Ce soir-là, elle arriva chez Marcelo, aussi gracieuse et gentille que jamais. Sa tenue simple mais élégante, sa voix douce, et son sourire sincère charmèrent immédiatement les parents de Marcelo. Surtout sa mère, qui la scrutait avec attention, non pas pour juger, mais avec cette bienveillance propre aux mères qui savent qu'un moment important est en train de se jouer. Pendant tout le dîner, ils discutèrent, rirent, et apprirent à mieux se connaître. Beauty se montra polie, curieuse, attentive. Elle parla de sa famille, de l'école, et bien sûr de l'aide qu'elle et Marcelo s'apportaient mutuellement. À aucun moment, elle ne mentionna les moqueries ou les épisodes sombres qu'avait traversé Marcelo. Elle ne le réduisait jamais à ses blessures. À la fin de la soirée, la mère de Marcelo le prit à part dans la cuisine, pendant que Beauty aidait à débarrasser la table. « Elle est merveilleuse, Marcelo. Tu as trouvé une fille exceptionnelle. » Marcelo ne pouvait s'empêcher de sourire. C'était comme si tout dans sa vie commençait enfin à se mettre en place. Lui, l'ancien garçon reclus, caché derrière un casque, effrayé par le monde, était maintenant debout, confiant, entouré d'amis et d'une famille aimante. Les semaines passèrent. La relation entre Marcelo et Beauty se renforça. Ils partageaient tout, leurs projets, leurs rêves, leurs doutes. Ils obtinrent tous deux leur diplôme avec mention. Leur lien ne faiblit pas. Il se solidifia. Les parents de Marcelo aimaient Beauty comme une fille. Et les parents de Beauty adoraient Marcelo. Les deux familles passaient souvent du temps ensemble. Il était clair pour tout le monde qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Finalement, un jour, sous un ciel clair et dans un décor rempli de fleurs et de visages souriants, Marcelo demanda Beauty en mariage. Et elle accepta, avec joie. Leur mariage fut une célébration belle, sincère et joyeuse. Amis, famille, anciens camarades de classe. Tous étaient là pour célébrer leur amour. Certains n'en revenaient toujours pas de voir le garçon timide au casque être désormais un homme confiant, aimant et rayonnant de bonheur. Alors qu'il se tenait à l'autel, face à Beauty, se regardant dans les yeux, Marcelo repensa au jour où il avait franchi pour la première fois les portes de l'école, avec son casque, la gorge serrée par la peur. Il n'aurait jamais imaginé que la vie lui réserverait tout ça. Qu'il rencontrerait quelqu'un comme Beauty. Quelqu'un qu'il avait vu pour ce qu'il était, bien avant que les autres ne le remarquent. Elle lui sourit. Ils échangèrent leurs vœux, leurs regards, leurs promesses. Et ensemble, ils tournèrent la page. Marcelo et Beauty construisirent une vie remplie d'amour, de soutien et de bonheur. Les jours où Marcelo se cachait derrière un casque et fuyait le monde étaient désormais loin derrière lui. Désormais, il faisait face à la vie, la tête haute, avec Beauty à ses côtés. Il avait trouvé la véritable amitié, l'amour, et surtout, l'acceptation.
Quant à Denny, les choses prirent un tout autre tournant. Il ne finit jamais ses études. Son arrestation avait ruiné sa réputation. Aucune école ne voulut plus de lui. Lentement, il disparut du système. Sans autre option, Denny devint chauffeur de bus. Chaque jour, il conduisait la même route, regardant passer des adolescents qui, eux, avançaient dans la vie. Il était devenu un spectateur. Un rappel vivant que la jalousie, la haine et l'arrogance n'aident nulle part, sauf dans l'oubli. Chers lecteurs, chers spectateurs, cette histoire nous rappelle que derrière chaque apparence se cache une histoire. Marcelo, ce garçon que tout le monde voulait voir, n'aspirait qu'à une chose, être invisible. Et pourtant, c'est en acceptant peu à peu qui il était, en s'ouvrant aux autres, qu'il a trouvé l'amitié, l'amour et la liberté. Beauty, de son côté, a su voir au-delà du casque, au-delà du silence. Elle a reconnu la lumière là où d'autres ne voyaient qu'un masque. Et c'est cette lumière, douce mais tenace, qui a guidé Marcelo vers une vie nouvelle. Quant à Denny, son destin fut une leçon amère. L'amertume, la jalousie et la violence ont brisé son avenir. Là où il aurait pu évoluer, il s'est enfermé dans sa colère. Et pendant que Marcelo avançait, Denny restait sur place. À vous qui avez suivi cette histoire, souvenez-vous que chaque personne a ses blessures, ses peurs et ses combats intérieurs. Il suffit parfois d'une main tendue, d'un sourire sincère, ou d'un ami véritable, pour changer une vie. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Commentez avec le drapeau de votre pays pour nous dire d'où vous l'avez découverte. Abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Restez bénis, et surtout, souvenez-vous qu'il y a toujours de la lumière, même derrière les masques. Rayé pour sa stérilité, Ama fit pourtant taire tout le village par ce qui arriva ensuite. Dans le beau village du Mouve vivait une jeune femme nommée Ama. Ama était connue dans tout le village pour sa beauté, sa grâce et sa gentillesse. Sa peau était lisse et polie et ses yeux brillaient comme les étoiles par une nuit claire. Elle était mariée à Oko, un homme dont l'amour pour elle était pur et inébranlable. Depuis 5 ans, ils partageaient leur vie ensemble, mais une ombre assombrissait la vie autrement heureuse d'Ama. Elle était une femme stérile dans le village d'Omago. La maternité était considérée comme la plus haute vocation d'une femme, un signe de faveur des dieux. Les gens croyaient que la valeur d'une femme se mesurait au nombre d'enfants qu'elle portait. Malheureusement pour Ama, cette croyance devint une source de tourments sans fin pour elle. Bien qu'elle et Oko s'aimaient profondément et passaient toujours du temps ensemble, les villageois commencèrent au fil du temps à chuchoter dans leur dos. Les femmes du Mour en particulier, prenaient grand plaisir à la railler. Elles se rassemblaient au bord de la rivière chaque matin, riant et bavardant sur ceux qui passaient. « Regardez là-bas, elle arrive », disait Amaka en ricanant, tandis qu'Uema approchait de la rivière. Amaka, mère de 6 enfants en bonne santé, était la meneuse des femmes du village et tirait une grande fierté de sa grande famille. Une femme si belle, mais aucun enfant à montrer pour ça. Quelle perte, ajoutait-elle. Les autres riaient de bon cœur, peut-être que les dieux la punissent. Disait une autre femme. Inki, Ama, extérieurement forte, ressentait le poids de leurs mots comme une pierre lourde dans son cœur. Elle gardait la tête haute et remplissait son seau d'eau, prétendant ne pas entendre leurs insultes. Mais en rentrant chez elle, la solitude l'envahissait. Elle rêvait d'avoir un enfant, quelqu'un à aimer et à tenir dans ses bras, quelqu'un qui ferait taire l'air, les voix moqueuses des autres femmes et apporterait la paix à son cœur. Oko, toujours un mari dévoué la consolait, ne les écoute pas. Mon amour, disait-il en la tenant contre lui, tu es tout ce dont j'ai besoin. Les enfants viendront quand les dieux le voudront. Mais ce n'étaient pas seulement les femmes du village du Mou qui tourmentaient Ama. La mère d'Oko Mama Oko, c'était une femme dure et impatiente qui avait de grandes attentes pour son fils. Et après 5 années de mariage sans enfant, sa frustration grandissait de jour en jour. Tu es dans cette maison depuis combien d'années maintenant ? Disait Mama Oko avec mépris. Toujours pas d'enfants, pas de petits-enfants pour réchauffer mes vieux os. Quelle sorte de femme es-tu ? Ama baissait la tête de honte, incapable de répondre. Elle avait prié et sacrifié à chaque autel, cherchant la faveur des dieux, mais aucun enfant ne venait. Si tu ne peux pas donner des enfants à mon fils, continuait Mama Oko, peut-être est-il temps pour toi de partir afin qu'il puisse épouser une autre femme qui le pourra ? Les mots de Mama Oko brisaient le cœur d'Ama en 1000 morceaux. À chaque fois elle aimait profondément Oko et l'idée de le quitter était insupportable. Mais que pouvait-elle faire ? Elle avait tout essayé, ses prières, ses sacrifices et pourtant son ventre restait vide un jour particulièrement difficile. Après une dispute avec Mama Oko, Ama s'enfuit de la maison. Elle ne pouvait plus supporter la douleur et la honte,
les murmures et la pression constante pour remplir un rôle qu'elle désirait si désespérément mais ne pouvait contrôler. Ses pas la menèrent, loin du village, dans la forêt dense, au-delà, elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de fuir. Alors que le soleil commençait à se coucher et que les ombres des arbres s'allongeaient et s'obscurcissaient, Ama se retrouva au pied d'un grand arbre. C'était l'arbre interdit, un endroit redouté par les villageois. Les légendes disaient que des esprits et des dieux anciens habitaient les profondeurs de cet arbre et que ceux qui s'aventuraient trop loin ne revenaient jamais. Ama n'avait pas peur à cet instant, elle se sentait n'avoir plus rien à perdre. Elle s'agenouilla devant l'arbre et pleura, ô grand esprit de l'arbre. Cria-t-elle, sa voix tremblante, je viens à toi avec un cœur lourd, je t'en supplie. Écoute ma prière, j'ai été moquée, humiliée, tourmentée, parce que je ne peux pas enfanter s'il reste une once de miséricorde dans ce monde, bénis-moi avec un enfant à moi, je suis prêt à tout. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence, le vent sifflait à travers l'arbre, et Ama craignit que personne n'ait entendu ses pleurs. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se relever et à rentrer chez elle, désespérée, une voix douce mais impérieuse s'éleva de l'obscurité. Ma chère enfant. À ma surprise, leva les yeux pour voir une vieille femme se tenant derrière elle. La femme portait de simples robes blanches, ses cheveux argentés brillaient comme à la lumière de la lune et ses yeux étincelaient d'une sagesse ancienne. Il y avait quelque chose d'étrangement surnaturel dans sa présence, comme si elle n'était pas tout à fait de ce monde. « Qui êtes-vous » demanda Ama en essuyant ses larmes. « Je suis la servante de l'arbre, » répondit la vieille femme, sa voix semblable au bruissement des feuilles. « Pourquoi pleures-tu si amèrement, mon enfant ?»« Je pleure parce que je ne peux pas avoir d'enfant, » expliqua Ama, « et sans enfant, je ne suis rien dans mon village, ma belle-mère me méprise et les femmes me raillent. Je donnerais tout pour être bénie avec un enfant. » La vieille femme la regarda avec un regard rempli de compréhension. « Tu parles des enfants comme s'il était la seule mesure de ta valeur, mais il y a bien plus dans la vie que le don de la maternité, Ama. Ne vois-tu pas la beauté et la gentillesse en toi? Cependant je comprends ta douleur. Le chemin devant toi ne sera pas facile, mais si tu es réellement prête à tout, je vais te montrer une voie. » Le cœur d'Ama bondit d'espoir. « Je ferai tout, » dit-elle avec ferveur. La vieille femme hocha la tête et pointa un sentier étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. « Suis ce chemin jusqu'au cœur de l'arbre, dit-elle. Tu y trouveras un arbre différent de tous les autres. Ses branches touchent les cieux et ses racines s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Cueille une feuille de ses branches et reviens me voir sans hésiter. » Ama se leva et suivit le sentier. La forêt devenait de plus en plus sombre et menaçante à chaque pas, mais elle avançait, poussée par l'espoir que ses prières allaient enfin être exaucées. Après ce qui sembla être une éternité, Ama atteignit une petite clairière baignée par une lumière argentée. Au centre de la clairière se dressait un arbre majestueux aux feuilles scintillantes comme des étoiles. Ama resta un moment immobile, émerveillée par la beauté de l'arbre. Puis, avec précaution, elle cueillit une seule feuille de ses branches et retourna vers la vieille femme. Mais alors qu'elle s'éloignait de l'arbre, une voix résonna dans la clairière. « Prends garde, Ama » murmura la voix. « Bien que personne ne fût en vue, le chemin que tu cherches vient avec un prix. » Ama s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. « Quel prix » demanda-t-elle à voix haute dans l'obscurité, mais il n'y eut aucune réponse. Elle se hâta de retourner auprès de la vieille femme qui l'attendait au pied de l'arbre. « Tu as bien fait, » dit la vieille femme en prenant la feuille. « Écoute maintenant attentivement quand tu retourneras dans ton village, plante cette feuille dans ton jardin et prends en soin chaque jour. Ce ne sera pas un arbre ordinaire. Il te montrera le chemin vers la maternité, mais tu devras être patiente. Le chemin à venir mettra ton cœur à l'épreuve. » Ama remercia la vieille femme et se hâta de rentrer chez elle, le cœur rempli d'espoir. Lorsqu'elle revint à sa maison, elle fit exactement ce que la vieille femme lui avait dit. Elle planta la feuille dans son jardin et elle arrosa chaque jour. Les semaines passèrent et à sa grande surprise, une petite pousse émergea du sol, mais elle ne grandit pas comme une plante ordinaire. Elle se tordait et prenait des formes étranges et surnaturelles. Au fur et à mesure que la plante grandissait, les rêves d'Ama devenaient de plus en plus vivaces. Elle rêvait d'un petit enfant, un garçon aux yeux brillants comme le soleil. Il tendait les bras vers elle dans ses rêves. Mais chaque fois qu'elle essayait de le prendre dans ses bras, il disparaissait dans un souffle. Les villageois, eux, remarquèrent la plante qui poussait dans le jardin d'Ama et commencèrent à chuchoter encore plus. « Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ?
Murmurait-il peut-être est-elle devenue une sorcière pour avoir un enfant? Même Mama Oko devint méfiante. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui pousse dans ton jardin, exigea-t-elle un jour tu vas apporter une malédiction sur cette maison. Mais Ama ignorait tout cela. Elle savait dans son cœur que cette plante détenait la clé de ses plus profonds désirs. Elle continua à en prendre soin malgré les commérages et les rumeurs qui devenaient de plus en plus bruyants. Un jour, alors que la plante avait grandi et était devenue grande et forte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tandis qu'Emma s'occupait d'elle, la plante commença à émettre une lumière dorée douce. De ses branches apparut un seul fruit en forme de petite gourde dorée qui scintillait à la lumière du soleil. Ama sut à cet instant que c'était le moment qu'elle avait attendu. Elle cueillit soigneusement le fruit et le ramena chez elle. Cette nuit-là, dans son rêve, la vieille femme apparut à nouveau, se tenant dans une clairière baignée de lumière lunaire. Son expression était calme mais sérieuse. « Tu as bien fait de suivre ce chemin avec patience, dit-elle. Maintenant, le fruit que tu as cueilli n'est pas un fruit ordinaire. Il contient l'essence de la vie, mais comme tous les dons des esprits, il vient avec des conditions. Le cœur d'Ama battait à tout rompre. Quelles conditions, sage-femme? Demanda-t-elle. La vieille femme s'approcha sa voix basse, mais ferme. Tu dois consommer le fruit si tu souhaites enfanter, mais comprends ceci, ton enfant ne sera pas comme les autres, il sera une bénédiction. Oui, mais son destin sera lié aux esprits. Tu devras l'élever avec un grand soin, car il n'appartiendra pas seulement à ce monde. Que voulez-vous dire par là? Demanda Ama. Confuse et inquiète, tu comprendras en temps voulu, répondit la vieille femme. Mais sache ceci, Ama, l'amour et la protection que tu lui donneras façonneront son chemin. Si tu es prête à prendre cette responsabilité, alors mangez le fruit au lever du soleil. Sur ces mots, la vieille femme disparut et Ama se réveilla le cœur battant. Le fruit doré reposait sur sa table, émettant une faible lueur dans la lumière du matin. Elle hésita, repensant aux paroles de la vieille femme. Qu'est-ce que cela signifiait pour son enfant d'être lié aux esprits? Apporterait-il le danger? Était-elle vraiment prête pour un tel fardeau? Mais alors elle pensa à toutes ces années de moquerie et de douleur, à son profond désir d'un enfant. Elle n'était pas allée aussi loin pour reculer. Maintenant, à l'aube, elle prit le fruit dans ses mains et après une prière au Dieu, elle le mangea. Le goût était comme rien de ce qu'elle avait connu auparavant, doux mais étrange. Dès qu'elle l'eut avalé, elle ressentit une chaleur se répandre dans son corps, comme si le soleil lui-même avait pris racine en elle. Elle sut à cet instant que quelque chose avait changé, les jours se transformèrent en semaines et bientôt Ama réalisa qu'elle était enceinte. Sa joie était sans limite, elle se précipita pour annoncer la nouvelle à Oko qui fut également fou de joie. Même Mama Oko qui avait été si dure s'adoucit en apprenant la nouvelle. Les villageois, eux, furent stupéfaits, la femme qu'ils avaient moquée pendant des années était enfin enceinte. Les murmures changèrent de ton, passant du ridicule à la curiosité. Comment cela a-t-il pu arriver? Se demandait-il quelle magie a-t-elle utilisée? Mais Yama garda pour elle le secret de la vieille femme et du fruit doré. Au fur et à mesure que son ventre grossissait, ses rêves devinrent de plus en plus vifs. Chaque nuit, elle rêvait de son enfant. Toujours le même garçon aux yeux brillants qui riait et tendait les bras vers elle. Mais dans certains rêves, des ombres semblaient l'entourer et les paroles de la vieille femme résonnaient dans ses oreilles. Il n'appartiendra pas seulement à ce monde. Les mois passèrent et finalement le jour de l'accouchement arriva. Ce fut un long et difficile travail, mais au bout du compte, Ama donna naissance à un magnifique petit garçon. Il était parfait, avec une peau aussi douce que celle de sa mère et des yeux qui brillaient d'une lumière surnaturelle. Ils le nommèrent Shigo. Dès sa naissance, il devint évident que Shigo n'était pas un enfant ordinaire. En tant que nourrisson, il pleurait rarement. Au lieu de cela, il observait la pièce avec de grands yeux curieux, comme s'il voyait des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, des choses étranges commencèrent à se produire autour de lui un jour, alors que Shigo n'était encore qu'un bébé. Ama le portait dans ses bras en traversant le village lorsqu'un vent violent se leva soudainement, les villageois se précipitèrent pour sécuriser leurs toits et leurs maisons. Mais Shigo rit et tendit ses petites mains et tout à coup le vent s'arrêta. Les villageois restèrent bouche bée. Ils commencèrent à murmurer que l'enfant avait des pouvoirs et qu'il était béni par les esprits. Au fur et à mesure que Shigo grandissait et devenait un jeune enfant, d'autres événements étranges se produisirent. Partout où il rampait des fleurs, éclosaient les animaux,
Même les plus sauvages semblaient attirés par lui, comme s'ils reconnaissaient quelque chose en lui que les autres ne pouvaient percevoir. Au début, Amma était ravie des dons de son fils. C'était tout ce qu'elle avait prié pour et bien plus encore. Mais avec le temps, une inquiétude s'installa dans son cœur. Les avertissements de la vieille femme pesaient lourdement sur elle. Que voulait-elle dire en affirmant que Shigo était lié aux esprits? Quel était son destin? Était-il vraiment sous son contrôle ou destiné à quelque chose de bien plus grand? Un soir, alors que Shigo avait environ 5 ans, Amma l'emmena au pied du grand arbre où elle avait rencontré la vieille femme pour la première fois. Elle avait besoin de réponses. Debout devant l'arbre, elle appela grand esprit de l'arbre, « Je suis revenu, je t'en supplie, dis-moi ce qui attend mon fils, que signifient ces dons, quel est le sens de sa destinée ?» Un long silence s'installa et Amma commença à perdre espoir. Mais alors, comme auparavant, la vieille femme apparut, émergeant de l'ombre, comme si elle avait attendu tout ce temps. Elle la regarda avec bienveillance et dit, « Tu as bien fait d'élever ton fils avec amour et soin. Ces dons sont une bénédiction, mais ils viennent aussi avec une grande responsabilité. Il est né de la magie de l'arbre et les esprits veillent sur lui. Mais à mesure qu'il grandira, il devra choisir son propre chemin. » Choisir? Demanda Amma, confuse. Quel choix devra-t-il faire? La vieille femme sourit doucement. Il viendra un moment où Trigo sera appelé à servir les esprits, à vivre parmi eux et à utiliser ses dons pour le bien du monde. Mais cette décision lui appartiendra, tu ne pourras pas la prendre pour lui. Le cœur d'Amma se serra, l'idée de perdre son fils était insupportable. Devra-t-il me quitter? Demanda-t-elle des larmes dans les yeux. La vieille femme posa une main douce sur son épaule, peut-être dit-elle, mais souviens-toi, il ne t'appartient pas seulement. Le monde a besoin de lui tout autant que toi. Tu dois être forte et avoir confiance que quel que soit le chemin qu'il choisira, ce sera le bon. Sur ces mots, la vieille femme disparut à nouveau. Amma seule au pied de l'arbre, le cœur rempli à la fois de fierté et de tristesse. Les années passèrent et Shigo continua de grandir. Ses dons devinrent encore plus évidents. Il pouvait guérir les malades d'un simple toucher, calmer les tempêtes et même communiquer avec les animaux de la forêt. Les villageois qui autrefois murmuraient dans le dos d'Amma, se mirent à vénérer Shigo. Ils ne chuchotaient plus, mais s'inclinaient en signe de respect chaque fois qu'il passait. Pourtant, Amma ne pouvait oublier les paroles de la vieille femme. Elle savait qu'un jour viendrait où son fils devrait prendre une décision qui changerait leur vie à jamais. Ce jour arriva lorsque Shigo eut 18 ans. Un matin, alors qu'Amma préparait le petit déjeuner, Shigo s'approcha d'elle, le visage sérieux, « Ma mère. » dit-il calmement. Il est temps, le cœur d'Amma se brisa, mais elle hocha la tête, sachant que ce moment arriverait. « Sais-tu où tu dois aller ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Shigo sourit doucement, « Les esprits m'appellent, dans mes rêves, je dois aller au pied du grand arbre, mais ne t'inquiète pas ma mère, je serai toujours avec toi, même si je ne suis pas ici. » Avec des larmes aux yeux, Amma embrassa son fils, elle l'avait élevé avec amour et dévouement. Et maintenant, elle devait le laisser partir pour accomplir son destin. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le grand arbre, Shigo quitta le village. Amma le regarda s'éloigner, rempli d'une fierté immense, mais aussi d'une profonde tristesse. Elle savait qu'il deviendrait quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Mais elle savait aussi que l'amour entre eux ne s'effacerait jamais. À partir de ce jour, les villageois racontèrent l'histoire d'Amma et de son fils, l'enfant du grand arbre, né de la magie et de l'amour. Et bien qu'elle manquât terriblement à son fils, Amma trouva la paix en sachant qu'elle avait joué un rôle dans quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Ainsi son histoire, comme l'ancien arbre, continua de vivre une légende de courage, de sacrifice et du lien indéfectible entre une mère et son enfant. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.